Je vous propose de commencer maintenant cette réunion. Merci à tous pour votre participation. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Olivia Varion et je serai à l'animation de ce webinaire ce soir consacré à la thématique terre, mer, littoral, quelle interdépendance, quelle gouvernance partagée. Comme je vous l'ai dit, vos micros sont désactivés automatiquement, vos caméras également, mais n'hésitez pas à les réactiver lors de nos temps d'échange. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas également à vous rapprocher de mes collègues près de la régie. Euh, L'occasion pour moi de vous rappeler que cette rencontre est enregistrée, elle sera publiée également sur le site internet du débat. Pour vous rappeler les objectifs de ce webinaire, comme je l'ai dit, l'objectif de ce soir sera d'approfondir une thématique spécifique du débat public. Comme je l'ai dit, terre, mer, littoral, quelle interdépendance, quelle gouvernance partagée. L'objectif sera donc de prendre connaissance de l'ensemble de ces sujets à travers le regard de différents acteurs, tout en vous permettant de vous exprimer, à la fois en plénière et en sous-groupe, et à la fois à l'oral et à l'écrit, car n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat textuel. Avant de commencer ce webinaire, je voulais vous rappeler quelques petites règles du jeu. Ce webinaire numérique est comme une réunion publique. On attend de vous que vous soyez à la fois à l'écoute et respectueux, bienveillant de la parole des participants, des animateurs, des facilitateurs et des intervenants. Vos questions et vos recommandations seront prises en compte et seront analysées par la Commission nationale du débat public et reversées au débat. Pour que vous voyez, nous sommes à peu près 68, 69, et des participants se connectent encore, mais nous sommes assez nombreux ce soir. Du coup, je vous demanderai, pour qu'on puisse respecter un peu le timing, d'être concis dans votre prise de parole et donc de ne pas dépasser 2 minutes pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer autant que possible. Comme je l'ai dit, la réunion est enregistrée par souci de transparence et de traçabilité des échanges. Elle sera mise en ligne d'ici quelques jours sur le site du débat public. Sans plus attendre, le déroulé de ce webinaire, nous y sommes au sein de cet accueil et cette introduction. Nous aurons une présentation du débat et de ses modalités par Karine Bess, puis une prise de parole introductive par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Nous aurons ensuite des présentations de divers intervenants, notamment la Commission locale de l'eau du Golfe du Morbihan et de la Ria d'Etel, l'association Eau et Rivières de Bretagne et le Comité national de conchiliculture. Alors, à l'origine, nous devions aussi accueillir le syndicat excusez-moi, Les euh, jeunes agriculteurs. voilà, pardon, des jeunes agriculteurs de Bretagne qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui s'excusent. Voilà, nous les excusons, nous les saluons. Nous aurons également des discussions thématiques en sous-groupe pour répondre à différentes questions. Ce sera dans un second temps et ça durera environ 45 minutes. Puis nous aurons une restitution collective et quelques approfondissements apportés par la maîtrise d'ouvrage notamment. Et enfin, nous irons vers la fin de cette réunion. Tout d'abord, je vais vous inviter, je vais inviter ma collègue en régie à vous soumettre un petit sondage pour savoir qui se trouve ce soir autour de cette table virtuelle. Donc voilà, normalement, ma collègue a lancé le sondage, donc je vois que vous commencez à répondre au fur et à mesure. Est-ce que vous participez en tant que citoyenne, membre d'une association, élue ou représentante d'un élu, membre d'un conseil maritime de façade? Est-ce que nous avons des pêcheurs, des conchyliculteurs ce soir autour de la table, des acteurs du tourisme, des acteurs industriels? Je vois quelques acteurs industriels. Est-ce que si vous êtes d'autres types d'acteurs, n'hésitez pas à le préciser dans le chat. Voilà, je vais inviter ma collègue à partager les résultats. Nous avons une majorité de citoyens, nous avons quelques membres d'associations, pas mal d'autres types. N'hésitez pas à le préciser dans le chat. Nous avons quelques membres du conseil maritime de façade et des acteurs industriels. Merci beaucoup, Claire. Je vais t'inviter à partager le deuxième sondage. Voilà, je t'invite à partager le sondage.
Le sondage est partagé, a priori. Très bien. Alors, pourquoi je ne le vois pas? Donc, l'idée, c'est de faire connaissance, de savoir un peu où vous habitez. Donc, voilà, je Exactement. vous laisse répondre. Voilà, donc je vois pas je vois pas la fenêtre. Donc effectivement, comme l'a dit Karine, savoir si vous venez plutôt des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Vendée, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine. Et, et là, donc je ne vois pas la petite fenêtre, mais bon, De j'imagine que vous êtes... Loire-Atlantique. Et de Loire-Atlantique, excusez-moi. Donc j'imagine que vous êtes en train de répondre. Je fais ça un petit peu à l'aveugle. Je suis désolée. Mais en tout cas, merci. Ma collègue m'a partagé. Super. Voilà, donc je vais inviter ma collègue à partager les résultats. Merci beaucoup, Claire. Donc nous avons, c'est assez équilibré ce soir, nous avons à la fois on est à chaque fois du Finistère, du Morbihan, un petit peu d'Ille-et-Vilaine, un petit peu de Loire-Atlantique également. Je vois qu'il y a des personnes dans le chat qui ont précisé d'où est-ce qu'elles venaient, car nous avons d'autres personnes, car ce débat est national, hein, pas uniquement région ouest, Manche ouest, nord. Donc merci pour ça. Je vais passer très vite la parole, sans plus attendre, à Karine Bess, donc déléguée régionale de la CNDP pour la région Bretagne, membre de la commission particulière du débat public, pour présenter le débat et les enjeux de cet atelier. Bonsoir à tous et bienvenue. On est ravis de vous accueillir nombreux ce soir. Voilà, donc on est sur un atelier webinaire spécifique sur les enjeux et les liens entre la Terre et la mer, hein. Et donc, on va explorer les interdépendances. Mais on voulait quand même vous rappeler, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans le débat, vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit sur ce débat. Donc, c'est un débat qui a commencé le 20 novembre, qui se terminera le 26 avril. Est-ce qu'on peut passer le... Ah oui, donc après, on présente et qui est organisée donc par la Commission nationale du débat public. Donc, l'État a saisi la Commission nationale du débat public pour organiser ce débat sur l'avenir de la mer, hein, sur ce qu'on appelle les documents stratégiques de façade. Donc, on va voir un peu plus de quoi il s'agit. Je voulais quand même vous présenter donc la CNDP, qui est une autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller à ce droit constitutionnel de l'information et de la participation du public. Elle a été créée donc en 1995. Elle est devenue une autorité administrative indépendante en 2002. Et donc, elle anime un certain nombre de débats publics, hein, récemment sur le nucléaire. Dans peu de temps, on va s'ouvrir un débat sur une mine de lithium hein, en France, hein. Donc, voilà, on organise des débats et on est saisi pour organiser un certain nombre de débats. Vous pouvez partager la suite, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, voilà, celle d'avant. Non, voilà, merci. Donc la CNDP est saisie, comme je vous disais, sur certains projets, mais aussi sur les planifications. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une planification. Donc c'est vraiment cette planification de l'usage de la mer, hein, quelles vont être les articulations entre les activités, notamment dans le cadre de pouvoir préserver, améliorer l'état de la mer. Donc comment faut-il organiser les activités, prioriser les activités à tel ou tel endroit et donc, ce débat est ouvert sur ce sujet-là principalement, mais aussi sur le fait que l'État a fait une proposition de pouvoir mettre en service d'ici 2050 45 gigawatts d'éoliennes en mer. Donc voilà, les éoliennes se sont invitées dans la planification maritime et donc c'est aussi un des sujets du débat. Donc là, la CNDP, donc, elle a été saisie là-dessus. Les principales caractéristiques, hein, c'est vraiment nous de rester neutres sur le débat et d'être transparent, d'assurer l'accessibilité de l'information à tous. La CNDP organise les échanges et donc on va voir un petit peu comment. Et puis surtout, elle restitue la parole du public. L'objectif, c'est vraiment de donner à voir, enfin de permettre au public d'échanger, de débattre, d'être informé, de faire des propositions. Et puis donc elle rend cette parole au maître d'ouvrage, donc ici qui est l'État. Et puis l'État revient plus tard, quelques mois après, pour faire ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire expliquer au public comment il a pris en compte les propositions et également répondre aux questions. Alors il répond aux questions tout au long du débat, mais aussi, donc aussi dans ce second temps de reddition des comptes.
je vous laisse poursuivre. Donc là, c'est le premier débat public de planification maritime. C'est le premier grand débat sur la mer, finalement, en France. À la suite d'une saisine conjointe donc, du ministère de la Transition énergétique, de l'écologie de la mer, ainsi que de RTE, voilà, sur la mise à jour des documents stratégiques de façade et la cartographie de l'éolien en mer. Et donc, c'est un débat national sur les 4 façades, hein. Donc voilà, là, nous sommes Nord-Atlantique, Manche-Ouest. Donc, c'est Bretagne, Pays de la Loire, hein. Mais donc, il y a aussi les autres façades et des équipes un peu similaires aux nôtres, hein. Et donc, ce débat est organisé par les membres des CPDP, Commission particulière du débat public, qui ont été nommés par la CNDP. Et on est au nombre de 5 à peu près par façade et on est soutenu par des équipes de salariés, par tout un secrétariat général pour mettre en place le débat. Euh, je vous laisse passer la suite, merci. Alors, 5 grands thèmes interdépendants, hein, donc durant l'étude de contexte, hein, l'enquête qu'on a fait pour développer ce débat à partir de novembre. On a fait une enquête auparavant. Et donc, bien sûr, les sujets un peu évidents hein, qui sont ressortis sont les rapports entre la mer, la terre et aussi la société, comment la société perçoit, comment elle utilise la mer. L'environnement, les problématiques environnementales, le climat, la biodiversité dans ce contexte de changement climatique et d'affaiblissement finalement de la mer et des océans et des fonctionnalités que peut apporter la mer et les océans. L'éolien en mer, donc comme je vous le disais, hein, mais aussi les autres énergies marines renouvelables, avec cette idée qu'il est encore temps d'interroger voilà, l'éolien et les alternatives à l'éolien, et le fait, faut-il partir massivement sur le développement de l'éolien en mer, comme c'est proposé par l'État aujourd'hui. Également les activités maritimes et littorales, donc les très nombreuses activités, allant de la pêche à la conchyliculture, en passant aussi par toutes les activités de transport maritime, toutes les activités aussi de loisirs et touristiques. Donc voilà, l'ensemble des activités. Donc on interroge aussi leurs impacts et leur interdépendance dans ce débat. Et puis la gouvernance et la participation du public, c'est-à-dire comment tout ça est géré, par quels acteurs, à quel niveau de l'État jusqu'au territoire, jusqu'au plus proche des territoires, et donc quelle participation du public sur la mise en place de toutes de ces politiques et de cette planification. Voilà un petit peu. Et donc ce soir, on est vraiment sur le premier thème, hein, qui sera aussi traité par ailleurs, puisqu'on aura aussi un atelier sur les paysages. Mais donc là, on traite vraiment ce soir des rapports terre-mer. Euh, je te laisse passer la suite, Olivia. Merci. Voilà, les modalités du débat, juste pour vous dire que là, on est dans le cadre des parcours de la mer, hein. Donc, on est vraiment en train de sillonner les territoires donc sur les 4 façades, avec notamment, là, nous en avons 6 escales en région Bretagne, Pays de la Loire. Mais donc, il y a également moyen de débattre en ligne aussi. Il y a un forum, il y a un certain nombre d'outils numériques qu'on a créés avec les universités notamment, pour vous permettre de donner vos avis. Donc voilà, si vous nous rejoignez ce soir, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site. Il y a aussi la mer en 3D. Donc après les parcours de la mer, nous rejoindrons dans 5 grandes villes françaises pour une montée en généralité. Et je rappelle que, on le rappellera aussi plus tard, voilà, nous avons rendez-vous le 16 mars à Rennes pour voilà, un petit peu croiser tout ce qui s'est dit jusqu'à présent et croiser aussi les acteurs et le grand public. Et puis des cartographies, voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, nous attendons, nous, les cartes de proposition sur la façade Namur, position de l'État sur l'installation notamment des zones propices d'installation de l'éolien. Et un certain nombre d'acteurs aussi mettront un certain nombre de cartes également qui correspondent à leur vision de ce que devront être la planification des activités sur notre façade. Voilà, des activités en mer, bien sûr. Donc, sur la Bretagne, Pays de la Loire, voilà, on a essayé de multiplier les modalités pour aller à la rencontre du public, donc avec des rencontres en présentiel, des ateliers en ligne comme ce soir, des débats mobiles où on va au plus proche des territoires dans les marchés et autres. On a aussi un certain nombre d'outils, des travaux avec les universitaires et les scolaires. Et puis, on peut aussi organiser ou accompagner les acteurs à organiser des réunions locales à leur demande. Voilà. Et puis, la participation du public éloigné, autant que faire se peut, parce que c'est aussi un objectif de la CNDP de permettre à tous de pouvoir accéder au débat.
Et donc voilà, j'en dis pas plus, hein. Vous voyez donc les escales. Donc un certain nombre d'escales est passé. On est à mi-parcours. Et donc on continuera sur les Sables d'Olonne et puis l'Orient. Donc là, on vous invite aussi à aller voir un petit peu sur le site les différentes dates, mais qu'on vous redonnera à la fin aussi pour continuer à suivre le débat et à participer. Vous pouvez passer la suite. Voilà, alors les objectifs plus précisément de ce webinaire, un petit cadrage de ce qu'on a voulu faire à travers ce séminaire. Donc, c'est faire un état ensemble de l'impact des activités et pollutions terrestres sur la mer. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de tout, mais il s'agit en particulier aussi d'aborder la question de la qualité des eaux, puisque c'est vraiment à travers cette question-là que les interactions se font principalement. Et donc d'aller voir quels sont les outils, réglementations et actions concrètes qui sont réalisées aujourd'hui, notamment les deux outils principaux, hein, mais on va en reparler. Et donc, on se rend compte que ce sont surtout les activités à terre qui atteignent, qui peuvent influencer, avoir un impact sur l'état écologique de la mer, donc sur la qualité de l'eau. Ça affecte donc les activités, que sont l'aquaculture, la pêche à pied, les loisirs, également la baignade aussi, hein, enfin voilà, tout ce qui concerne les loisirs et le tourisme et les diverses activités. Ça affecte bien sûr et avant tout le milieu naturel qui est la mer, hein, et donc les fonctions naturelles que les écosystèmes marins et côtiers peuvent remplir. Et donc, c'est ça qu'on a voulu investiguer ce soir, hein, puisque donc sur notre façade Bretagne, Pays de la Loire, hein, elle est assez exposée à divers phénomènes provenant de la Terre, hein, notamment qui ont plusieurs causes, hein, le développement excessif d'algues, au nord, au sud, que ce soit en Bretagne, Pays de la Loire et au nord et au sud, des pollutions microbiologiques, hein, des contaminants, pesticides, métaux lourds, également des déchets, hein, 80% notamment de déchets plastiques qui arrivent donc en mer, sur nos côtés en mer. Et donc, d'où viennent ces pollutions, hein? Elles viennent donc, telles que ça s'est exposé dans le dossier du maître d'ouvrage, hein, mais tel qu'aujourd'hui, il y a quand même un assez large consensus. Elles viennent des activités humaines à terre, hein, mais aussi des activités humaines en mer, et notamment sur les déchets, hein, en particulier, et sur les contaminants, hein, on voit bien que c'est des contaminants d'origine domestique, industrielle ou activités dans portuaire notamment, et puis agricole, hein, c'est les trois principales origines. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on voulait notamment avoir un certain nombre d'acteurs qui puissent intervenir sur ces aspects-là. Et donc, voilà, on déplore un petit peu et on les excuse, hein, parce que donc ils n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. On avait notamment l'Association nationale des élus du littoral, notamment avec la présence de Monsieur Cueff, voilà, qui n'a pas pu venir. Il nous a averti tout à l'heure qu'il ne pourrait pas être parmi nous ce soir. Et donc, voilà, il devait donner cette vision des élus sur les questions de tourisme, artificialisation, trait de côte, et sur la gestion des déchets aussi, et sur tous les outils de planification de l'urbanisation, hein, qui aussi ont un impact. Également, nous attendions, comme on le disait, hein, ça nous semblait très important de les avoir, mais bon, ils n'ont pas pu nous rejoindre, donc les agriculteurs. Voilà, mais j'en dirai quelques mots puisque le débat donc dure depuis le 20 novembre et on a déjà un certain nombre de propositions d'interrogation des différents acteurs, agriculteurs, mais aussi citoyens, etc., sur ces questions-là. Voilà, on a également donc convié aussi donc l'agence de l'eau en la personne de Monsieur Martin Guton pour nous faire un état un peu des pollutions de terre-mer, mais aussi de nous expliquer un petit peu comment marche cette gouvernance et comment finalement voilà comment on assure la qualité de l'eau aujourd'hui en France, hein, comment on essaye d'améliorer cette qualité en tout cas, notamment à travers les DAGE et les SAGE, hein, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux et donc des documents stratégiques de façade, donc là où on est en mer. Et donc, ces deux politiques, en fait, ces deux documents de planification visent le bon état des milieux aquatiques, chacun. Mais voilà, on peut remarquer quand même chacun part d'un état des lieux, chacun se pose des objectifs stratégiques et chacun développe des plans d'action assez précis. Et donc, c'est ce qu'on voulait aussi interroger ce soir par rapport aux plans d'action qui sont mis en œuvre dans le volet opérationnel. Qu'est-ce qu'on a aussi quelles sont les améliorations qu'on peut constater, quelles sont les évolutions
Que faudrait-il améliorer? C'est ce qu'on va aussi s'attacher à travailler en sous-groupe, hein, puisqu'il y a un certain nombre d'actions et des réglementations, notamment dans le cas des sages. Le sage a un volet réglementaire assez précis qui se développe à chaque révision de sage. Mais donc, voilà, c'est vraiment de pouvoir aussi voir, c'est pour ça qu'on a aussi convié un sage à venir nous porter son témoignage et nous expliquer aussi comment ça fonctionne au niveau du sage et quels résultats on peut espérer atteindre. Et puis, on interrogera voilà, les articulations et la gouvernance entre tout. Alors, bien sûr, comme je disais, entre le sage notamment et les DSF, mais aussi plus largement, donc SAGE et DSF, il y a une obligation de compatibilité depuis 2016. On va le voir un peu plus précisément. Il y a aussi un croisement entre les services et les autorités compétentes. Mais voilà, la question, c'est est-ce suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller au-delà? Qu'est-ce qu'il faut renforcer en termes de gouvernance sur ces interactions entre la terre et la mer? Et puis également, on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder, mais bien prendre conscience et échanger là-dessus. Et ce qui s'est remonté aussi dans le débat sur, on connaît un peu le millefeuille français et les planifications à divers niveaux. Donc, je cite très simplement le schéma régional d'aménagement et de développement durable et de l'égalité des territoires de chaque région, Bretagne, Pays de la Loire, qui aussi comporte des volets opérationnels, des volets de plan d'action qui peuvent agir sur la qualité des eaux. On a aussi les SCOT, enfin, toute la planification urbaine, les SCOT, schéma de cohérence territoriale, les PLU. On a également les outils que sont les divers outils de gestion de traits de côte aujourd'hui qui sont travaillés par les collectivités. On a également l'encadrement du développement de certaines activités industrielles ou des activités notamment de méthanisation qui peuvent avoir une influence aussi sur une amélioration ou une influence positive ou négative sur l'état des eaux. Ça, c'est encore, il y a des choses qui sont en débat là-dessus. Et puis, on a aussi, particulièrement en Bretagne, le plan de lutte contre les algues vertes, celui qui a été fait courra de 2022 à 2027. Et puis, il y a également aussi toutes les aides politiques et l'accompagnement de l'agriculture en France. On pense, alors, des participants ont parlé beaucoup de la politique agricole commune aussi, ou des chambres d'agriculture qui accompagnent les agriculteurs dans aussi le développement durable de l'activité agricole. Donc voilà, il y a un certain nombre de politiques d'accompagnement, d'encadrement, de planification et c'est vrai que voilà, les citoyens, en tout cas tels qu'on l'a vu jusqu'à présent, voilà, se demandent et appellent justement à comment finalement on articule tout ça pour assurer, là, ce qui nous concerne ce soir, le bon état de l'eau. Voilà un petit peu. Et donc voilà, comment renforcer ces articulations, c'est aussi ce qu'on pourra voir en atelier, voilà, avec les participants. Et je précise bien que tout le monde est compétent pour donner son avis, même si c'est assez compliqué de parler de tout ça et on voit bien la complexité de la gestion de l'eau, notamment sur les territoires et de tous les impacts sur l'eau, enfin, de toutes les politiques qui peuvent impacter l'eau et la qualité de l'eau. Mais voilà, chacun est invité à donner son avis dans les ateliers, à travailler ensemble, citoyens, simples citoyens ou acteurs déjà connaissant ou agissant sur ces questions-là. Merci beaucoup, Karine Dess. Merci beaucoup pour cet éclairage. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Monsieur Martin Guton, directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, pour une présentation de 7 minutes. C'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de respecter les 7 minutes, mais j'ai assez peu de slides, donc ça devrait être plus facile. Comme j'ai une visio qui me semble un peu intermittente, elle m'a abandonné tout à l'heure, je vais peut-être arrêter ma vidéo puisque tout le monde se concentrera évidemment sur la projection. Voilà, ça peut. On ne vous entend plus, là, par contre. Je crois qu'on a un petit souci de micro. Sur cette présentation. Donc, qui tombe sur Euh, cet immense espace qui fait 28% du territoire national, métropolitain, rejoignent le littoral de la Bretagne et de la région Pays de la Loire. Donc, c'est vraiment le sujet qui nous intéresse ici ce soir.
avec évidemment un littoral où les pressions sont particulièrement fortes, parce qu'on sait que le littoral atlantique, on y reviendra sûrement dans les interventions qui suivent, est extrêmement attractif. Et donc, Ah, on a un petit souci avec votre connexion, Monsieur Guton, je crois, car votre micro, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que votre micro se coupe. Donc, je ne sais pas si vous pouvez couper sur votre ordinateur tout ce qui peut bloquer la bande passante, mais voilà, en tout cas, on a des petites coupures. Je voulais juste, excusez-moi de vous interrompre, je voulais juste vous prévenir. Si Alors, jamais je vous, je si ne sais jamais pas vous, s'il nous entend. Est-ce qu'il nous entend? je ne sais pas, j'ai pas Mettre un d'écho. message, Ouais. envoyer un message à Monsieur Vuitton. Ça se Si, trouve, il est en beso- train de faire ça, son déroulé, mais on ne l'entend pas. Il a Oui. fait le son. si besoin, Morgane Priol aussi à l'Agence de l'eau. Si besoin, je pourrais Oui, poursuivre à sa oui, place. C'est ce qu'il m'a oui, demandé. oui, 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 allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, peut-être, je pense qu'il en était effectivement donc, moi, Morgane Priol, je suis directrice de la délégation Mer-Noire Océan de l'Agence de l'eau. Effectivement, il faut que je commence ma vidéo, je vois. Je vais essayer de faire ça. Et je suis responsable de la mission littorale et milieu marin qui est portée par la délégation pour l'ensemble du bassin de l'agence, sur lequel l'agence est compétente. Donc, je pense que disait Martin Guton, c'est que le périmètre sur lequel l'agence de l'eau intervient, qui est en fait l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, est concerné par un linéaire important de côtes et de littoral, il représente quasiment 38% du linéaire métropolitain de littoral. Un certain nombre de communes et d'autres collectivités, communautés de communes, 8 départements, 36 pardon, départements, 8 régions, et donc une population importante. Et ce qu'il mettait en avant, c'est qu'effectivement, le littoral est un territoire très attractif sur lequel, a fortiori, il y a un certain nombre d'enjeux et de pression sur les milieux qui nous amènent, je pense, à intervenir. Alors peut-être rapidement pour présenter l'articulation sur la diapo suivante de l'agence et du comité de bassin, qui sont parfois deux entités un peu confondues. Donc le comité de bassin, c'est vraiment le Parlement de l'eau, donc ça concerne une représentation équilibrée à la fois de représentants des collectivités territoriales, puisqu'ils représentent 40% de ce collectif, de représentants de l'État et des établissements publics, qui représentent 20% du collectif du comité de bassin, et puis des acteurs économiques et non économiques, chacun à 20%, ce qui fait une instance en fait qui est chargée de planifier la politique de l'eau à l'échelle du territoire du bassin versant Loire-Bretagne. L'Agence de l'eau est une émanation pour son conseil d'administration de ce comité de bassin, mais c'est un établissement public qui, de ce fait, va porter un certain nombre de politiques de l'eau, et notamment va être à la fois le secrétariat du comité de bassin et pour son propre chef va percevoir un certain nombre de redevances et permettre à travers ça un certain nombre d'actions, que ce soit la surveillance des milieux ou des actions incitatives pour améliorer l'état des milieux et notamment restaurer la qualité des cours d'eau et des masses d'eau, y compris du littoral. Voilà, donc elle a en moyenne un budget de 370 millions, soit 380 millions d'euros d'aide par an. On pourra y revenir. Ça, c'était pour illustrer notre gouvernance. Ce comité de bassin a en charge, et c'est la diapo suivante, d'approuver et de donner un avis sur un certain nombre de documents, notamment sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, qui est le document en fait de planification de la politique de l'eau, qui va lui reprendre un certain nombre de dispositions et d'orientations au regard de l'état des eaux qui aura été surveillé et évalué par l'agence avec l'aide d'un certain nombre d'opérateurs. Donc ce schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est un document de planification. Il reprend aujourd'hui sur 2022-2027 14 chapitres, dont un chapitre dédié au littoral, c'est le chapitre 10, qui vise un certain nombre d'actions et à
comment dire, opérationnaliser un certain nombre d'actions sur le littoral pour essayer de résorber les problématiques qui sont évoquées, et notamment les pressions qui peuvent venir de la terre, mais qui peuvent aussi être des fois des pressions d'usage de la mer. Ce document de planification, on le voit dans la diapo suivante, doit être compatible avec un autre document de planification qui est celui qu'on évoque aujourd'hui, le document stratégique de façade. Donc, il y a un enjeu de compatibilité réciproque entre les deux documents, sachant que les orientations et les objectifs du SDAGE, finalement, vont permettre, ou en tout cas contribuent aux objectifs environnementaux du document stratégique de façade. Le SDAGE est plus particulièrement en fait une mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau, directive européenne, le DSF plutôt lié à la directive cadre stratégie milieu marin, mais les deux sont bien compatibles et finalement se répondent, en tout cas s'alimentent l'un l'autre. Les instances que sont d'une part le comité de bassin que je viens d'évoquer et d'autre part le comité maritime de façade donnent des avis réciproquement sur les deux documents. Les deux documents présentent des volets opérationnels pour ce qui est du SDAGE, donc du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il y a un programme de surveillance de la DCE et il y a un certain nombre d'interventions qui sont prévues ensuite dans le programme d'intervention de l'Agence de l'eau qui vont permettre de faciliter ou de mettre en œuvre une partie de ces objectifs d'usage. Alors, je dis une partie seulement puisqu'il y a aussi des enjeux ou des questions réglementaires et d'autres politiques qui peuvent y contribuer. Dans les deux cas, ces programmes-là contribuent à leurs homologues en fait sur la directive 4 stratégie milieu marin, que sont le programme de surveillance de cette directive des CSMM et du plan d'action du DSF. Ce qu'on peut dire, donc ça c'était pour vraiment montrer que les deux choses sont très interdépendantes et très reliées, l'un étant plus sur, on va dire, les eaux continentales terrestres, mais du fait de cette interdépendance qui a été évoquée tout à l'heure et de l'impact en fait de la Terre sur la mer, il contribue fortement aux documents qui visent plus les masses d'eau littorales et marines, et pour ce qui est la partie terrestre. Ce qu'on peut dire ensuite sur la contribution financière peut-être de l'Agence de l'eau, mais comme on l'a dit en introduction, ça n'est pas la seule, et c'est, s'il vous plaît, la diapo suivante. C'est une partie de nos aides qui viennent contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le SDAGE et donc à une partie des objectifs du document stratégique de façade. Cette politique d'intervention, elle peut viser les déchets. On a pu avoir cette année un appel à initiative sur les macro-déchets pour essayer de limiter leurs arrivées via les cours d'eau à la mer. On a pu avoir un travail sur la biodiversité marine, avec là également un appel à initiative spécifique, mais c'est aussi toute une mobilisation financière au bénéfice des collectivités pour, par exemple, travailler les profils de vulnérabilité et derrière l'assainissement en vue de limiter les problématiques bactériologiques et virologiques sur l'activité conchilicole, c'est-à-dire assurer une meilleure qualité des eaux qui servent ou dans lesquelles on peut avoir une production marine, mais également permettre une meilleure qualité des eaux de baignade, par exemple. Donc, un certain nombre d'actions également sur le monde agricole, vis-à-vis du monde agricole, pour accompagner, par exemple, les démarches agricoles visant à limiter les transferts de pollution diffuse et donc, in fine, l'eutrophisation. Et ce qu'on voit peut-être dans la dernière diapo, c'est que pour mettre en œuvre toutes ces actions, c'est vrai pour les actions de l'agence, mais c'est vrai plus globalement pour toutes les actions prévues dans les deux documents de planification que j'évoquais à l'instant, on a un lien terre-mer à renforcer chaque jour, et il se fait en particulier à travers les territoires de bassins versants littoraux. Et dans ces comités, on a le pendant de ce qu'on peut avoir au niveau du comité de bassin, c'est-à-dire des commissions locales de l'eau et des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, donc des documents de planification à une échelle infra, dépendant également de ces documents de planification supra, qui vont mettre en œuvre vraiment la stratégie de coordination entre les acteurs et les actions plus concrètement sur le terrain, au plus près de chaque usager. Voilà ce que peut-être je pouvais dire. Si Martin Gutton nous a rejoint, peut-être il me complétera.
Et sinon, ça doit pouvoir faire la transition avec les interventions suivantes. En vous- Merci, Madame Priol. Merci beaucoup d'avoir pris le relais. Je vais passer tout de suite la parole sans plus attendre à Ronan Le Délésir, président de la commission locale de l'eau du Golfe du Morbihan et de la Ria d'Etel. Oui, bonjour. Donc, en effet, je suis le président de la commission locale de l'eau du SAGE, Golfe du Morbihan, Ria d'Etel. Donc, c'est bien un territoire. Si vous pouviez venir juste sur la slide avant, parce que je ne vous ai pas envoyé de PowerPoint, donc je vais essayer de, juste pour situer. Voilà, vous devez le voir, Golfe du Morbihan, dans le Sage, on le voit tout au sud de la Bretagne. Donc voilà, remontez la flèche et puis vous allez voir le beau Golfe du Morbihan. Voilà, je suis là. Et puis je viens d'être nommé récemment président du parc naturel régional du Golfe. Donc ça fait un peu le pendant sur un autre outil qu'on a sur le territoire. Juste pour vous présenter quand même, 66 communes, 1250 km², 1700 km de linéaire côtier. Donc c'est la Bretagne, en fait, plus de 5500. Vous voyez que nous, notre linéaire, il est important. Une chose importante aussi, 300 000 habitants. Donc un espace qui, avec le bassin rennais, est aujourd'hui un des plus dynamiques de Bretagne, ce qui va nous interroger sur cette question de l'interface thermique, puisque sur ce territoire, il cristallise un certain nombre d'enjeux. On le dit souvent, c'est un formidable laboratoire des mutations qui nous concernent aujourd'hui sur les littoraux français. Ces questions notamment donc on est un poumon aussi touristique, mais un poumon aussi d'activité primaire, et Philippe Le Gall en parlera, mais de l'ostréiculture. Et donc évidemment avec une urbanisation qui est croissante et qui peut-être avec le ZAN va être freinée, mais on voit bien que là aujourd'hui on a une pression extrêmement forte qui touche notre territoire. Donc moi je suis président d'un SAGE qui est assez récent, qui a été validé par le préfet en 2020, l'année du neurovirus et du coronavirus. Et aujourd'hui, sur ce SAGE, donc, qui fait partie des 20 sages bretons, donc j'épouse mon collègue de Michel de Molder, qui est de la Vilaine, qui avait été sollicité, mais il m'a mis le pied à l'étrier un peu rapidement, mardi, pour que j'intervienne. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, Madame Bess. Je me félicite, parce que je suis un universitaire aussi depuis 20 ans qui dit il est grand temps qu'on travaille sur cette interface terre-mer qui est la question du littoral. Et je vois un certain nombre de participants où je suis toujours assez surpris de cette approche parfois de la mer d'un côté et de la terre de l'autre. Que je chasse les ports, le maritime a besoin de hubs terrestres, donc il y a forcément l'interface. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les interactions terre-mer, notamment sur nos rejets de stations d'épuration, sur un ensemble d'impacts sur nos bassins versants, de diverses pollutions, on pourrait en parler. Ça nous interpelle. Il est grand temps qu'on ait une approche, je l'ai entendu, pour ne pas perdre un peu les gens qui nous écoutent, parce que quand je fais ça à mes étudiants, souvent quand je parle de la hiérarchie des normes entre le SRADDET, le SCOT, le PLUI, le PLU, le SAGE, la charte du parc naturel, plus tous les différents outils de planification lambda, honnêtement, on a quand même déjà un problème de simplification et de compréhension. Alors là, on est entre peut-être experts, mais honnêtement, moi qui est un élu local, on parlait des élus, quand je reviens dans mon conseil municipal et je parle de ces questions d'articulation terre-mer et puis de la qualité des eaux, et avec tous les outils qu'on a, il faut être très bien informé pour comprendre qui fait quoi. Donc moi, dans ce SAGE, comme Madame la directrice l'a présenté, nous, on est l'outil un peu local, on est un peu l'espace territorial local des SAGE, donc on est 20 en Bretagne, avec des différences, avec des particularités. La Vilaine qui est très très important, qui prend tout le bassin de la Vilaine, et le mien, on a, nous, 24 masses d'eau avec des cours d'eau, etc. Donc moi, les enjeux sur mon territoire, il va être très clair. Pression anthropique très forte, urbaine, touristique, donc là on prend acte, mais il y a aussi des activités agricoles, ostréicoles, et avec, comme je vous le disais, là aussi des problématiques liées au logement. C'est pas neutre, parce que dans les politiques territoriales, une des réponses de logement, notamment pour les jeunes, et pour éviter cette fracture qu'on a littoral, rétro-littoral ou arrière-pays, il est nécessaire qu'on rééquilibre par de la mixité
générationnelle et intergénérationnelle. Donc, nous, le SAGE, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a mis en place un diagnostic, on a un certain nombre d'observations. Hein. Je pourrais vous montrer le document, mais il est un peu épais comme ça, donc parfois un peu indigeste. Et on a 4 grandes règles qui ont été établies. Première règle, plus de création de plans d'eau. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième grande règle, c'est l'abreuvement au cours d'eau, donc prohibé. Donc là, pour l'agriculture, ne pas avoir d'accès au cours d'eau ou par des systèmes d'abreuvement avec des pompes, etc. Troisième volet, c'est tout ce qui est carénage. Donc là aussi, un sujet, pas de carénage le long des côtes. On fait des carénages dans des zones normées. Et puis, le dernier point, c'est, et on est un peu celui qui est montré du doigt, mais dans le bon sens, c'est au premier mètre carré de zone humide, voilà, il faut déposer un dossier de loi sur l'eau ou une dérogation. Si c'est voilà, des équipements d'intérêt général. Donc là, ça parle, parce que les zones humides, évidemment, ça aussi, on n'y voyait pas beaucoup d'intérêt. Nous, on y voit un intérêt très fort aujourd'hui, rien qu'en termes de qualité, des milieux, qualité aussi d'épuration pour les milieux. Et puis, il y a un enjeu aussi qu'on a, qui n'est pas neutre, c'est la question des quantités. Parce qu'on est là aussi, on ne l'a pas dit, mais on a un vrai problème de quantité d'eau. Thierry Burlot le dit souvent, on va arriver à la guerre de l'eau. Oui, parce que avec nos territoires très, très attractifs, se pose demain l'alimentation en eau de nos populations. Donc voilà un petit peu comment je peux présenter les choses. Donc, moi, je suis sur une gouvernance partagée. Il y a Maël qui va en parler. Il y a des acteurs d'eau rivière, des agriculteurs. On est dans des temps où il y a du débat, pesticides, algues vertes. Donc aujourd'hui, je dirais, on est dans une situation où on discute des sujets. Maintenant, pour répondre à une des questions que vous allez me poser, qui fait quoi? Aujourd'hui, c'est quand même nos intercommunalités. C'est nos intercommunalités qui ont l'argent, qui s'occupent de l'assainissement, d'un certain nombre de compétences et qui vont devoir répondre aux enjeux du SAGE. Merci beaucoup, Monsieur Le Délésir. Merci d'avoir tenu ces 5 minutes. C'est un exercice qui n'est pas facile. Je vais donner la parole tout de suite donc à votre collègue Maëlle Thuris, chargée de mission mer et littoral à l'association Eau et Rivières de Bretagne, pour une présentation de 5 petites minutes également. Donc, bonsoir tout le monde. Ronan, en fait, on n'est pas vraiment collègues, c'est surtout que j'accompagne les bénévoles qui eux, ont un siège voilà, dans toutes les commissions locales de l'eau de Bretagne, y compris au comité de bassin Loire-Bretagne. D'ailleurs, la personne qui nous y représente est aussi présente dans les participants, Monsieur Pirier. Oui, donc est-ce que c'est possible de passer la slide suivante? Alors rapidement, donc on est une association de protection de l'environnement historique en Bretagne. Hein, on a 55 ans d'existence maintenant, et donc on a 1800 adhérents particuliers. On réunit une centaine d'associations membres à peu près, et nous-mêmes faisons partie du mouvement FNE Bretagne qui fédère d'autres associations. Donc, on partage nos avis ensemble, on les travaille ensemble parfois. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on est une association compétente avec des statuts publiés. Donc, notre objet social, hein, tout particulièrement, est celui de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, de la source à la mer. C'est vraiment ce qui fait notre particularité, notre singularité en tant qu'association de protection de l'environnement. Et donc, on agit sur différentes thématiques. Quantité, qualité d'eau. On est bien connu sur ces terrains-là, biodiversité aquatique, notamment la protection des zones humides, sur le terrain agricole aussi, hein, pour promouvoir une agriculture de transition. On se positionne aussi sur les questions d'aménagement du territoire et notamment après sur la partie océan, mer et littoral dans un cadre vraiment de lien ternaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, par rapport à l'eau et les milieux, en fait, je voulais attirer votre attention sur le fait que ce sont alors sauf pour ce qui est de la mer, mais tout ce qui remonte avant la mer, ce sont des milieux qui sont souvent invisibles du grand public, que ce soit les zones humides ou plutôt les têtes de bassin versants, les rivières. On est vraiment dans des milieux qui sont
plutôt cachés, hein, puisqu'ils sont dans les bas-fonds. C'est l'eau, elle coule, elle va au fond. Et donc, aussi bien on voit très bien les arbres, donc j'ai souvent des appels de témoignages. Ah, on a un vieux chêne qui est cassé, qui a été arasé, bon, voilà. Mais sur les cours d'eau, j'ai déjà beaucoup moins les sentinelles sont plus rares. Et les pollutions sont également, elles aussi, invisibles et inodores. Donc en fait, ce sont des milieux qui petit à petit se sont perdus de vue, qu'on ne voit pas, et qui ont pareil, une affection, je dirais, presque culturelle qui s'est un peu érodée également. Et malheureusement, parce que l'eau a besoin de protection. Et dans ce cadre-là, on rappelle aussi que, à la fois pour ce qui est des exigences posées par les directives cadres sur l'eau et directives cadres pour la stratégie milieu marin, toutes deux exigent un bon état des milieux aquatiques, bon, pour ce qui est de l'eau et puis des eaux marines également. Et en fait, on en est loin. On en est très loin. Et c'est un peu tout l'enjeu du débat public de maintenant. C'est-à-dire qu'il faut quand même poser les choses pour qu'on arrive à, à retrouver les moyens de se donner, enfin, voilà, de répondre aux exigences qui nous sont posées par l'Union européenne. Au-delà de ça, c'est juste d'avoir un environnement viable, hein. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on invite très largement les documents planificateurs d'urbanisation, hein, sur le volet urbanistique, SRADET et SCOT, ça a été évoqué, à prendre en compte l'état du milieu marin, car bien souvent, c'est quand même assez occulté. Notamment les SCOT peuvent avoir un volet marin. Ils peuvent, mais nous considérons que lorsqu'on est en Bretagne, ils doivent rédiger un volet mer. Slide suivante. Alors, donc, on l'a dit, ça a été dit tout à l'heure par Madame Bess, les eaux côtières sont polluées. Alors, il y a des chiffres plusieurs, hein, 80%, parfois ça monte à 80, 92%. Les sont polluées et c'est d'origine tellurique. Pardon. Alors, parce que la pluie, lessivage des sols, ruissellement, pouf, tout finit à la mer. Donc, je vous ai mis sur le côté un schéma de bassin versant qui explique très bien cela. Et puis, donc, en fait, pour vous dire aussi, soit cette pollution est drainée par ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, donc par les rivières, ça coule, ça coule, ça coule, ça se converge, et puis ça arrive inéluctablement à la mer, soit par le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre le robinet, eh bien, nos eaux usées font leur chemin aussi par des mécanismes de tuyaux. Mais de toute façon, la sortie de la station d'épuration, bien qu'il y ait un travail d'épuration, voilà, de retrouver une eau propre, celle-ci est rejetée soit dans un cours d'eau, soit à la mer, tout dépend de où est située cette station d'épuration. Et donc, voilà, ici, j'ai mis ce petit logo là. Ici commence la mer. Donc ça, je crois que c'est le PNR du Golfe du Morbihan qui a fait ça. Donc, et ça a été mis en place dans d'autres territoires. Donc c'est très bien, mais c'est vrai que presque dès que l'eau de pluie touche le sol, ici commence la mer également. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. S'il vous plaît. Mais c'est donc ce qui explique, hein, pardon, je reviens, c'est bien ce qui explique les 80% de pollution qui viennent vraiment de la Terre, avec toutes les joyeusetés que l'eau peut drainer. On tient aussi à souligner que depuis 50 ans, en fait, nous accentuons une vulnérabilité territoriale. Alors, cela a été le cas par le remembrement, qui a conduit à une destruction du maillage bocager, donc les haies, voilà, tout le bocage qui a disparu en grande partie en Bretagne, même si, bon voilà, ça, on a eu aussi modifié les paysages par en modifiant la morphologie des cours d'eau, hein, en ce qu'on appelle un système de rectification et de drainage, donc en rectifiant, c'est-à-dire qu'on met tout droit là où il y avait des méandres. En fait, on a accéléré le cycle de l'eau, on a amené par des grands travaux d'aménagement, notamment par des politiques agricoles, on a drainé en fait toute l'eau, et donc beaucoup de parcelles qui étaient plutôt humides sont devenues
un peu plus sèches, on va dire, par un mécanisme de drainage. Et donc, on les voit les drainages, hein, parfois. Moi, j'ai des pêcheurs qui m'envoient des photos où là, il y avait un cours d'eau qui est asséché en période estivale. Eh bien, on voit les tuyaux de drainage des parcelles. Et puis, ça a été dit aussi, on a un assèchement des zones humides, voilà, qui a été particulièrement important aussi pour le développement en Bretagne. Mais donc voilà, tant pour l'agriculture que l'urbanisation, hein, ces deux activités voilà, ont très clairement modifié de façon très importante voilà, les paysages et leur fonctionnement. Voilà. Et donc voilà, je dis que malheureusement, ces bouleversements paysagers empêchent la résilience de nos milieux face au changement climatique, parce qu'il y a aussi cette chose-là à rappeler. Nous sommes en plein changement climatique. Et malheureusement, quand il s'agit de l'eau, il y a derrière la quantité de l'eau qui vient se poser et qui est le facteur, le facteur à la fois de concentration des polluants, donc pas de bol, on augmente un peu plus la pression des pollutions, et puis en plus, et bien derrière, on limite, c'est le facteur limitant de nos activités humaines de toute façon, quelle qu'elle soit, tourisme, agroalimentaire, élevage ou urbanisation. Slide suivante, s'il vous plaît. Là, je vous ai apporté une petite. Oui, je vois dans le chat aussi, effectivement, sur le phytoplancton, et pareil, hein, c'est-à-dire que derrière, il y a des apports d'eau douce qui sont beaucoup moindres et qui derrière viennent réduire l'amorce hein, dans les estuaires de la chaîne trophique, hein, de la chaîne alimentaire, tout simplement. Là, c'est très important parce que les activités primaires du littoral, pêche et aquaculture et conchiliculture, c'est un petit peu gênant. Là, je vous ai mis en photo, juste pour c'est la commune d'Étel, hein, une petite commune portuaire d'Étel. Et donc, on voit très clairement l'étalement urbain, première chose. Et deuxième chose, eh bien, l'agrandissement des parcelles et donc tout le maillage bocager derrière qui est très réduit. Et cela, donc, je suis remontée avec, vous savez, Bretagne sur les couches géographiques, la Bretagne 2050. Donc, c'est très intéressant à regarder parce qu'on voit très, très bien la modification du paysage. Ce que nous, on ne voit pas très bien sur 5-10 ans, voilà, la mémoire, elle s'en va un petit peu. Mais là, on a ces couches géographiques qui sont très parlantes. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les actions de remédiation Ronan en a parlé, hein, l'argent se retrouve dans ces politiques publiques grâce à nos impôts et dans les mécanismes de redistribution. On a l'agence de l'eau et les EPCI, hein, les collectivités territoriales qui ont en charge la mise en œuvre donc, des politiques, notamment de restauration de la qualité des milieux et de leur préservation. Donc voilà, les EPCI ont la compétence gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention contre les inondations, GEMAPI. Et donc là, ils sont en charge de mettre en place des programmes Bresse-Bocage, hein, de replantation de haies, et puis des travaux de restauration de morphologie des cours d'eau qui sont vraiment très très importants pour cocher plusieurs cases, hein, à la fois la qualité de l'eau, la biodiversité aquatique qui pâtit énormément hein, de ces drainages aussi. Je vais vous inviter à bientôt conclure. Oui, eh bien, j'ai bientôt terminé. Et donc, voilà, nous, ce qu'on demande aussi, c'est une protection plus rigoureuse hein, de la bande littorale, notamment contre les épandages des effluents agricoles. On demande aussi un plafonnement hein, de l'azote. On a parlé d'algues vertes, on demande un plafonnement aussi de l'azote par hectare, comprenant aussi les engrais chimiques. Et je vous invite aussi actuellement une autre consultation publique est en cours sur le plan d'actionnel régional nitrate numéro 7. Et ça va dans le mécanisme de lutte contre la prolifération des algues vertes. On encourage vivement l'élevage en Bretagne, mais à condition qu'il soit herbagé, en système herbagé, donc pâturant et sans pesticides. Et pareil, nous attirons l'attention des préfets dans leur mécanisme de contrôle de légalité pour refuser tout permis d'aménager lorsque les systèmes d'assainissement ne sont pas suffisants. Ça a été le cas en 56, maintenant j'espère qu'il va s'y remettre, mais il y a aussi en 22 le préfet qui est assez attentif à cela. Slide suivant, je crois qu'en fait on peut s'arrêter là aussi. Très bien.
Merci beaucoup pour votre présentation et je sais que l'exercice des 5 minutes n'est vraiment pas évident, mais merci en tout cas pour votre présentation, Madame Turis. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Philippe Le Gall, président du Comité national de la conchyliculture, pour aussi 5 courtes minutes de parole. Merci beaucoup. Je vais faire 5 minutes. Bonsoir à tous. Et effectivement, c'est dans la quantité des débats, hein. Je représente la profession conchylicole. Et effectivement, nous sommes bien à l'intersection entre la terre et la mer et toutes ces implications que cela peut avoir. Je pense que vous avez vu les actualités ces dernières semaines sur notamment le norovirus, hein, qui est aujourd'hui la grosse problématique concrète que l'on voit à travers notre profession, hein, parce que cela engendre des fermetures de zones, bien évidemment, hein, mais surtout, c'est un impact médiatique désastreux. C'est-à-dire qu'aussitôt, le consommateur en a peur, bien évidemment, parce que ça touche son alimentation. Et en même temps, ça démontre bien l'interaction qu'il peut y avoir et l'effet de la terre sur la mer si on ne fait pas attention et si on n'en prend pas en compte. Alors effectivement, on a parlé tout à l'heure du changement climatique. C'est un élément important parce que le changement climatique, on le voit, on le vit au quotidien. On a des périodes de pluie et des périodes sèches qui sont de plus en plus longues ou qui sont, on va dire, presque 6 mois de l'année une et 6 mois de l'année l'autre. Et donc, forcément, ça pose de gros soucis sur à la fois les apports maritimes, à la fois le développement du phytoplancton, parce qu'on voit bien que on a beaucoup de soucis Alors, on a un petit souci avec votre avec connexion également. Ouais. celui-ci quand il doit se développer problématique. Il y a un certain nombre. Ah, Je vous vais m'entendez vous pas? inviter. En fait, ça lag un petit peu. Du coup, je vais essayer de poursuivre. Si jamais, je vous redirai. Et dans ces cas-là, je vous inviterai à couper votre caméra pour qu'on puisse vraiment bien vous entendre. Merci. Qu'on puisse mieux m'entendre, oui, tout à fait. D'accord. Attendez, je vais prendre la connexion plus proche. Donc, ce que j'évoquais, c'est derrière tous les outils qui sont à mettre en place de manière à ce que on puisse se préserver au mieux de la situation que l'on vit. Donc, évidemment, nous avons les outils traditionnels sur l'aspect terrestre, hein, qui sont les outils de plan d'occupation des sols. Et sur la mer, nous avons évidemment un DSF. J'imagine que ça a déjà dû être évoqué pour essayer de planifier les espaces marins. Aujourd'hui, on se rend compte que pour la conchyliculture, il faut savoir que nous avons un schéma des structures avec donc un cadastre maritime qui se fait tout le long du littoral et qui est très proche de la terre. Et maintenant, avec ces nouveaux enjeux qu'il faut prendre en considération, hein, ou ces nouvelles dimensions, on a tendance à vouloir s'écarter du littoral pour aller un petit peu plus au large, de manière à ce qu'on soit moins impacté, hein, des problématiques terrestres. Alors évidemment, c'est peut-être un saut en avant sans qui va se reposer dans une dizaine d'années, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait donner un blanc-seing à la pollution terrestre de continuer à se diffuser en mer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver les moyens de lutter sur plusieurs axes en même temps, hein, à travers différents documents. Donc aujourd'hui, effectivement, on a les plans d'occupation des sols, on a à la fois donc les schémas des structures des cultures marines qui régissent un certain nombre d'actions sur le littoral. Et une fois qu'on aurait pour intégrer ça dans les DSF et dans les enjeux littoraux, on pourrait vraiment avoir des visibilités plus importantes et au moins essayer de travailler par sectorisation, hein, comme on le fait dans le cadre aussi de l'annonce de l'eau et notamment les grandes surface maritime où on analyse aujourd'hui un certain nombre de critères qui nous permettent de mieux connaître et de mieux appréhender tous ces masses d'eau qui sont sur notre proche littoral. Merci beaucoup. Merci Voilà beaucoup. ce que je comptais vous dire. Merci beaucoup pour cette présentation qui a bien respecté le temps qui vous était imparti. Merci, Monsieur Le Gall. Maintenant, je vais donner la parole à Karine Bess pour faire une petite synthèse des éléments entendus relatifs aux questions d'urbanisme côtier et pollution agricole. Oui, alors ce ne sera pas une synthèse du tout exhaustive parce qu'en fait, on est vraiment en train de traiter, nous, la donnée qu'on a recueillie du débat, hein.
donc entre 6 réunions publiques et un certain nombre de visites. Alors, c'est ce que je voulais pointer aussi, hein. Donc, on fait un certain nombre de visites. On a été voir la réserve naturelle de Saint-Brieuc notamment. On a été voir aussi une ferme pédagogique ostréicole à Cancale. On a été voir le parc marin d'Iroise. On fait de nombreux débats mobiles aussi, comme je vous disais, dans les marchés, etc. Et c'est vrai que, bon, notamment sur les visites là, de la réserve naturelle, la ferme pédagogique ostréicole et parc marin d'Iroise, on aborde vraiment aussi précisément ces questions terre-mer, hein. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de faire une synthèse de tout ça parce que chaque fois, c'est quand même des masses d'informations, de propositions. Mais en tout cas, moi, ce que je peux faire ressortir, c'est cette, voilà, cette conscience, hein, des citoyens qui viennent nous voir de ces effets de pollution, cette alerte aussi, hein, depuis des années, mais sur la question des algues vertes, mais aussi sur des bouts de dragage qui sont des fois déversés dans des milieux naturels. Euh, Bien sûr aussi sur les problématiques des stations d'épuration. Donc, comme on a pu le voir, notamment dans le 22, hein, sur cette problématique vraiment que les citoyens pointent, hein, de régulation touristique et aussi d'augmentation de la population avec des stations d'épuration qui sont aujourd'hui quand même obsolètes pour certaines. Et donc, voilà, comment on stoppe à un moment donné, voilà, comme ça a été fait dans le 22, hein, comment on essaye aussi, c'était la question posée par les citoyens, comment les politiques peuvent prendre aussi des décisions fortes pour protéger les milieux. Ensuite, voilà, bien sûr, on a beaucoup parlé de traits de côte et de l'urbanisme côtier, comment limiter, réguler, avec des propositions, hein, finalement, qui seraient d'interdire de construire en front de mer. Voilà, tout un certain nombre de propositions des populations. Sur l'agriculture plus en particulier, donc il y avait pareil, des propositions, hein, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais d'installation de haies, par exemple, hein, donc c'est ce que font les sages aujourd'hui, mais voilà, pour avoir accompagné aussi le sage Vilaine dans la révision du sage actuellement, le sage Vilaine, ce qui est fait aussi sur la réimplantation de haies et questionner aussi comment c'est fait, avec qui c'est fait. Voilà, il y a des questions aussi, même quand on essaie de mettre en place des solutions. Et puis la question aussi plus largement, hein, et c'est pour ça qu'on en a fait un point fort du séminaire et qu'on en a fait un point fort aussi des ateliers qui nous attendent là, c'est vraiment de se dire, on a tous ces outils, donc il y a quand même des plans d'action et on a vu notamment, c'est vrai que tu ne l'avais pas forcément cité, mais sur l'agence de l'eau, hein, qui a toute une politique et on a vu qu'il y a un certain nombre de financements qui sont dédiés et qui là notamment sont pris en charge dans les stages ou avec les subventions distribuées par l'agence de l'eau, par les collectivités. Et donc, c'est vrai que voilà, le citoyen et les acteurs aussi, hein, de demander vraiment cette entrée de comment on évalue aujourd'hui nos actions, comment on les met en œuvre, comment on les évalue et comment on va plus loin, comment on les partage entre les divers acteurs et comment on va plus loin. À la réunion publique, la rencontre publique que nous avons eue à Saint-Brieuc mardi soir, voilà, une table de discussion a été proposée de mettre en place des instances très locales de gestion justement des milieux avec l'ensemble des acteurs même quand il n'y a pas une réserve naturelle ou un parc naturel régional ou qu'il n'y a pas un comité maritime de façade enfin, localisé, un conseil maritime de façade localisé, comme c'est le cas notamment à Saint-Malo. Voilà, même quand il n'y a pas ces outils-là, comment collectivement on gère ces aspects-là. Le sage notamment, le sage aussi, je pense que c'est le sage de l'agglomération de Saint-Malo qui nous expliquait comment au sein du stage, ils avaient un dialogue permanent avec les agriculteurs et dès qu'il y avait une pollution observée, en fait, notamment en mer, intervenaient directement eux-mêmes auprès des agriculteurs. Voilà, alors est-ce que c'est une solution? Nous, on n'est pas là pour en juger, mais voilà, ils entretenaient un dialogue vraiment très, très, très renforcé avec les agriculteurs voilà, sur du bassin versant. Est-ce que c'est une solution? Les citoyens pointent aussi à certains moments de nos travaux la question du contrôle également, hein, on a des réglementations, on a des plans d'action, donc la question de l'évaluation et du contrôle quand même aussi, on a pu le relever dans les diverses visites qu'on a faites, hein, avec
finalement des moyens de contrôle assez faibles, hein, et peut-être voilà, de la police, que ce soit la police de la mer ou les divers moyens de l'État mis en place pour contrôler. Voilà, et il y avait un constat en tout cas, peut-être à qualifier un peu mieux, hein, mais un constat qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Voilà un petit peu, alors un petit peu dans le désordre, j'en suis bien désolée, mais voilà, on n'a pas encore pu faire des synthèses précises de tous les travaux qui ont été faits par les citoyens et les acteurs depuis le début des débats. Mais on a beaucoup parlé de ces questions-là, en tout cas. Merci beaucoup, Karine, pour cet éclairage. Je vais me tourner maintenant très rapidement vers Monsieur Pascal Brera, membre de la commission particulière du débat public, pour nous faire part, nous partager les remarques qu'il y aurait éventuellement eu dans le chat. Je crois que ça a été assez calme ce soir, mais voilà, je me tourne vers vous. Oui, je crois que les participants ont été très attentifs aux propos tenus par les différentes personnes qui sont intervenues. Et c'est tant mieux qu'ils n'ont pas eu trop de temps à poser des questions. Il y en a quelques-unes quand même qui sont assez intéressantes. Je voudrais d'abord dire que si une question n'obtient pas de réponse directement au cours du chat, au cours de cette durée de 2 heures, elle sera traitée par la suite et la question aura une réponse qui sera disponible sur le site du débat. Les questions, bien, il y a eu deux questions qui touchaient aux raisons pour lesquelles les cartes éoliennes pour les implantations d'éoliennes en amont ne sont pas encore connues. Je passerai la parole à Lucie Trula pour qu'elle résume très synthétiquement les raisons. Et puis, autrement, les questions touchaient l'impact environnemental, notamment des anodes sacrificielles qui protègent les fondations des éoliennes de la corrosion et la pollution qu'elles entraînaient par les métaux. Des questions tournant aux capacités de traitement des eaux et au plan de mise aux normes des réseaux, ainsi que l'état d'avancement du cadastre maritime de la conchyliculture et son extension. Voilà essentiellement ce qui a été dit. Peut-être est-ce que Lucie Trula peut relayer oralement très rapidement la réponse à la question du calendrier de la cartographie, sachant que la CNDP considère que toutes les cartographies produites par quelque acteur que ce soit ont vocation à être publiées et à enrichir le débat, de même que toutes les réflexions qu'on peut mener, les cahiers d'acteurs, et on ne peut que vous inviter à en produire. Oui, Voilà. bonsoir. Donc, comme je l'ai indiqué dans le chat, pour tenir compte des spécificités de la façade nord-atlantique Manche-Ouest, il avait été accordé à l'automne dernier un temps de concertation supplémentaire pour permettre une publication de la cartographie des zones propices à l'éolien en mer au plus tôt, à fin janvier 2024. En raison du changement de gouvernement, du renouvellement des équipes et des affectations aussi des délégations en fait, des différents ministres. On a un peu de retard dans la validation de cette carte qui devrait être publiée d'ici à fin février. Voilà. Et j'ai rappelé que les critères techniques qui ont présidé à l'élaboration de cette carte sont consultables en fait sur le dossier de maîtrise d'ouvrage, page 59. J'ai remis le lien. Et on a préparé des cartes, en fait, les cartes qui illustrent ces critères sont d'ores et déjà consultables sur le site de Géolittoral. Donc le visualiseur en fait de l'État qui vous permet de consulter les 5 critères techniques qui seront aussi complétés évidemment d'analyse des enjeux de l'éolien en mer au regard des paysages et du patrimoine, de la visibilité, des sensibilités environnementales, du raccordement électrique et de la conciliation des usages, notamment des pêches professionnelles. Ces études seront versées courant février et mars sur le site du débat. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas plus de remarques, je vous propose de passer à notre second temps de cette réunion. Oui, il y avait cette question des Ah. anodes sacrificielles, hein, juste pour dire que aussi, voilà, ça inquiète aussi beaucoup un certain nombre d'habitants qui nous ont rejoints lors de la réunion publique de Saint-Brieuc. Effectivement, puisque le choix qui a été fait donc sur le parc marin, donc voilà, on est dans un atelier terre-mer, mais on se doit quand même de répondre aux questions. Et là, on est également sur la pollution des eaux maritimes. Est-ce que
sans pouvoir préjuger si ça remonte justement dans les cours d'eau ou pas, enfin, si ça remonte à terre ou pas. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas s'il y a il y a une réponse qui a été donnée aussi, mais très rapidement, par rapport au choix aussi, voilà, qui a été fait de choisir cette méthode-là plutôt qu'une autre, peut-être moins polluante de ce que disaient les citoyens. Alors, en Peut-être fait, si on peut avoir voilà, oui, merci. moi, Lucie Trula, toujours pour la DREAL. Je pense sur le choix, il faudra interroger en fait le développeur parce que ça reste en fait la technologie retenue reste au choix de l'opérateur en fait du parc. Donc là, si on parle du parc de Saint-Brieuc, ce serait donc à Elmarine en fait d'expliquer ce choix. Après, en fait, ce choix fait l'objet évidemment d'une étude d'impact et d'une évaluation qui a été jugée en fait acceptable du point de vue du parc proposé. Là encore, j'ai renvoyé vers la fiche, parce qu'on a une fiche dans le DMO qui présente en fait les modalités de prise en compte de l'ensemble des enjeux environnementaux pour l'élaboration d'un parc. C'est la fiche 43. Et donc, on rappelle en fait à quoi servent les anodes sacrificielles qu'on retrouve, je me rappelle, sur tous les navires. Hein. C'est une manière de lutter contre la corrosion des métaux. Et donc, il y a un encadrement des quantités en fait d'aluminium qui sont comment installées soit sur les navires, soit sur les parcs et le relargage en fait de l'aluminium est suivi et évalué. Et dans le cas de Saint-Brieuc, il avait été jugé qu'il n'était pas supérieur au bruit de fond du milieu marin. Donc, comment une acceptabilité du sujet. Voilà, qui est remis en cause du coup par des habitants voilà, à Saint-Brieuc. Et donc, on leur a conseillé d'aller mettre ces questions-là sur le site directement. Et effectivement, je rappelle que quand même les choix faits par l'industriel sont encadrés par un cahier des charges, effectivement, qui est donné par l'État français notamment. Donc voilà. Et une étude d'impact qui est instruite. Après, il y a d'autres alternatives et c'est c'est aux opérateurs de décider la méthodologie qu'ils souhaitent retenir. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais vous proposer qu'on passe tout de suite à notre second temps, ce temps qui est consacré à des ateliers en sous-groupe. Donc, ma collègue Claire va vous répartir dans différentes salles. Vous aurez donc une animatrice et un facilitateur, une facilitatrice scribe qui vous accompagnera. Vous pourrez donc discuter de différents sujets. Donc, nous avons listé ici, vous les voyez à l'écran, différentes questions. Quel levier pour agir efficacement sur les causes terrestres et des pollutions marines? Quels acteurs doivent être impliqués dans la coordination des activités maritimes et terrestres? Et pour quels résultats? Et enfin, quelle évaluation des actions mises en œuvre? Quelle amélioration nécessaire? Voilà, donc ce sont des questions qui vont être discutées au sein de ces sous-groupes. Nous aurons à peu près 40 minutes de discussion. Vous n'avez rien à faire, c'est ma collègue qui va vous envoyer automatiquement dans les groupes. Et je vous dis à tout à l'heure. Bienvenue à tous. Alors, vous êtes tous en train de revenir progressivement. Je crois qu'il y a les derniers. Voilà, je crois qu'on est au complet. J'espère que ça s'est bien passé. Voilà, on va passer à ce temps de restitution de ces discussions en sous-groupe. Et donc, je vais vous partager le tableau. Je vois qu'effectivement, il y a eu pas mal de post-it et des choses qui ont été partagées dans ces groupes. Et donc, je vais vous partager le premier groupe. Je vais donner la parole à Karine et à Claire pour nous restituer en quelques petites minutes ce qui s'est dit pendant votre groupe. Oui, c'est soudain, on vient juste d'arriver. Alors, je m'excuse auprès donc d'un citoyen en plus du Lot qui nous a fait le plaisir de participer à l'atelier, qui a eu la parole coupée. Je ne sais pas s'il est revenu, mais en tout cas, voilà.
on pourra. Ouais. J'ai activé le micro et je vous en remercie. Et c'est moi qui vous prie de m'excuser de vous avoir coupé dans votre conclusion. Simplement, je pense qu'on devrait aller plutôt dans le sens de la simplification administrative. Alors justement, je vais faire le retour et du coup, comme Ouais. ça, je vais pouvoir le mettre dans les actions qu'on souhaite, enfin, que le groupe a proposées. Donc effectivement, quand même, justement, ben, je rebondis, merci pour la transition. C'était vraiment cette question-là de simplification ben, des dispositifs et de rendre lisible pour le citoyen davantage. Alors notamment rendre lisible notamment le réseau de surveillance, hein, puisque qui était précisé dans le sous-groupe, hein, il y avait des réseaux de surveillance de l'état des eaux à divers endroits en mer, avec diverses pris en charge par diverses institutions. Oui, On a eu un petit souci. Euh, Ça a coupé. ouais, je ne sais pas si Karine, est-ce que vous nous entendez? Euh, Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur le groupe 2? Peut-être pour pas perdre de temps, pour pas retenir ouais, on peut le faire si vous je sais voulez. pas. Ouais, Comme vous peut-être. voulez. Ah, je vois que Karine a réactivé son micro. On vous a perdu, désolée. Je ne sais là, pas ce qui qui s'est coupe passé. mon micro, en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui veut couper mon micro. Je sais pas ce qui se passe. Donc, je sais pas où vous en étiez, mais donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de simplifier et de rendre lisibles les divers systèmes en place, notamment les systèmes de surveillance de la qualité de l'eau, les systèmes de contrôle aussi en mer et à terre. Voilà, ça faisait partie des propositions. Il y avait bien sûr des propositions de décloisonner. euh, alors, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, Il y avait, oui. il y avait- il y avait une proposition, enfin, il y avait plusieurs propositions hein, de décloisonner globalement dans les services qui ne se parlent pas toujours forcément entre eux, ou en tout cas dans la complexité bah, des sujets. Voilà, il y avait cette problématique de décloisonnement et de travail ensemble, de l'ensemble de ces échelles hein, qu'on a vu aussi on avait passé en revue en plénière. Une approche aussi amont-aval avec les élus, notamment hein, les communes. Voilà. Et puis également cette question de reprendre, en fait, puisque c'est de ce que certains pouvaient témoigner, c'est des choses qui avaient été mises en place auparavant, mais une gestion intégrée des zones côtières au plus près, en fait, hein, et une gestion intégrée, donc de créer finalement alors ce qui va plus ou moins dans le sens de la simplification, mais de rajouter une instance vraiment locale et intégrée qui permettrait de traiter ces questions mer et littoral au-delà de tout ce qui existe de manière un peu morcelée dans les différents outils de planification et autres sur les territoires. Donc voilà, une simplification, une mise à donner à voir aussi aux citoyens hein, ce qui se passe et comment, ce qui est contrôlé ou quoi, comment, et donc une gestion du dialogue au niveau local. Merci beaucoup. On va passer au groupe 2, donc le groupe de Caroline et d'Arthur. Alors, en quelques mots, hein, comme on a peu de temps, il y a beaucoup de choses ont été dites hein, sur les causes terrestres des pollutions marines. D'abord, on a parlé des réseaux d'assainissement et sur les règles de la police de l'eau, donc l'état des réseaux d'assainissement. Sur tout ce qui est pollution, en fait, de ne pas de pollution des bords de mer, de ne pas seulement raisonner en termes national, mais en termes international, parce qu'il y a des tas de sources de pollution en fait qui viennent d'ailleurs que des côtes françaises. Il a été dit que pour contrôler notamment les pollutions d'hydrocarbures, en fait, il y a des satellites en fait qui font ce travail quotidiennement. Sur la question des billes plastiques qui arrivent sur le littoral, là aussi, il faudrait faire quelque chose au niveau européen pour pouvoir traiter le problème. En fait, c'est des problèmes qui ne peuvent pas se traiter de manière locale. On a aussi parlé des projets de ferme-usine et de pollution sur les saumons, de pollution génétique.
Voilà, là aussi, une régulation qui doit être internationale. On a parlé de la sédimentation apportée par les rivières et la question de l'élevage des huîtres, et tout ça peut être régulé en fait pour le coup, de manière locale, par les conchyliculteurs. Ensuite, on a aussi parlé de l'agriculture, qui est une source majeure de pollution des mers, et de la régulation que doivent apporter chambres d'agriculture, collectivités au sens large, ainsi que les associations également au sens large. Et puis, on a parlé du rôle des fédérations de pêche, qui pourraient être un bon régulateur pour tout ce qui concerne la pêche, puisque les fédérations de pêche de plus en plus prennent en compte le bon état écologique des rivières et des mers. Voilà pour le dire rapidement, si Arthur veut compléter. Non, non, c'est tout à fait fidèle, je pense, à nos échanges. Bah, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et on va finir avec le dernier groupe. Donc là, vous voyez, je déplace les post-it sur mon écran. Donc le groupe de Clémence et de Valentine. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Dans notre groupe, plusieurs choses ont été abordées, notamment l'importance d'avoir un dialogue entre les instances terre et les instances mer qui existe déjà, qui peut déjà exister, mais qui doit se renforcer encore, notamment dans l'écriture des différents plans de planification. Un lien qui doit se renforcer aussi avec les citoyens, et notamment les citoyens hors littoraux et les acteurs hors littoraux pour une plus grande sensibilisation. Une place des scientifiques à repenser, ou en tout cas à densifier aussi dans ces instances de gouvernance et de décision. Et puis enfin, euh, ah oui, pardon, un accompagnement financier sur les plans d'action à mettre en place. On parlait notamment de la mise aux normes des stations d'épuration collectives ou des systèmes individuels qui sont assez coûteux financièrement et qui doivent être accompagnés davantage. Ils le sont aujourd'hui, mais qui doivent être davantage accompagnés financièrement pour aller plus vite dans ces travaux de restauration et de mise aux normes. Voilà à peu près les grands sujets qui ont été abordés de notre côté. Merci beaucoup, Clémence, pour ce partage d'informations. Nous allons passer maintenant à une prise de parole de Madame Claire Hugues, présidente de la commission permanente du Conseil maritime de façade, pour une prise de parole de 5 minutes environ. Je vous laisse la main. Oui, merci. Alors, on n'est plus beaucoup, donc je pense qu'autour de on a bien diminué, on est 47. Je pense qu'autour de la table, beaucoup connaissent le Conseil maritime de façade et sa commission permanente, mais je pense que c'est utile d'abord de redire que ce Conseil maritime de façade, c'est une instance qui existe depuis longtemps par façade, qui permet d'avoir autour de la table l'État, les collectivités territoriales, les représentants des activités professionnelles et des entreprises, des salariés de ces mêmes entreprises, et puis bien sûr les représentants des associations usagers de la mer et des associations aussi qui ont à cœur de travailler sur les sujets environnementaux. Ce Conseil maritime de façade a une commission permanente. Et cette commission permanente, elle travaille beaucoup, elle discute beaucoup de tous les sujets qui ont attrait à la politique maritime. Là, en l'occurrence, dans le cadre du débat public, l'objectif pour nous aussi, c'est de nous nourrir de ce qui se dit dans ce débat public pour entamer la révision du DSF et d'entamer la version 2. En fait, donc j'insiste parce qu'en fait, finalement, des gens ne savent pas que cette instance existe et se réunit et travaille depuis très longtemps en fait sur ces sujets avec différentes représentations. Au sein de la commission permanente et du Conseil maritime de façade, donc le Conseil maritime de façade est présidé par un préfet, par le préfet, en tout cas pour nous, des Pays de la Loire et le préfet maritime. Et la commission permanente est présidée traditionnellement, on va dire, par un représentant du Collège des collectivités, donc en l'occurrence en ce moment, par moi, vice-président de la région des Pays de la Loire. Au sein du Conseil maritime de façade, on a défini une vision.
Et sur cette vision, c'est finalement quel est le monde parfait à 2050 qu'on voudrait voir et qui doit nous donner les différents enjeux sur lesquels on doit travailler. Sur ces sujets des instances, sur ce sujet du lien terre-mer, sujet dont on discute évidemment beaucoup, le monde parfait pour nous à 2050, la vision à 2050, c'est d'abord des liens forts entre la terre et la mer, sur la gestion de l'eau et les milieux naturels, mais aussi au sens social et économique, avec une articulation politique des différentes avec une articulation cohérente des différentes politiques que l'on met en œuvre dans nos différentes instances, on va dire ça comme ça, avec finalement un niveau de pression et des impacts cumulés, des activités terrestres qui sont complètement compatibles avec un bon état écologique des milieux marins, avec une bonne qualité des eaux et des bassins versants qui savent mettre en place des mesures efficaces pour diminuer les pollutions marines d'origine terrestre. Et puis, c'est un sujet qui a été abordé dans les ateliers, donc c'est assez important. Dans notre vision à 2050, on dit aussi que la communauté de la façade nord-atlantique Manche-Ouest doit être influente au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, et doit partager avec le public et les différentes instances de gouvernance. Donc ça, c'est notre vision. Donc on voit bien que déjà dans la vision qu'on a pu partager avec les acteurs, on parle beaucoup d'éléments dont on a pu parler ce soir. Et on a mis le doigt dans notre... Enfin, en tout cas, on a insisté, mis le doigt, le mot est très mal choisi, on a insisté sur des enjeux qui nous permettent d'atteindre cette vision. Le premier des enjeux, c'est le sujet de la gouvernance. On en a beaucoup parlé. La mer, c'est un bien commun. Donc, la gouvernance, elle ne peut pas être exclusive. Elle est obligatoirement partagée. Elle est obligatoirement singulière parce qu'on a des particularités des activités qui s'exercent sur le littoral et sur le domaine maritime. Et ces activités sont foncièrement liées aussi à ce qui se passe à terre, ce qui veut dire une gouvernance par façade, ce qui veut dire des parlements de la mer qui doivent être actifs, des comités de bassin. Donc, on a beaucoup parlé de ce sujet-là, mais on voit bien que ce lien, il est encore à renforcer dans des instances qui existent déjà aujourd'hui. Voilà. On met le doigt aussi en termes d'enjeux sur on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais c'est aussi sur une écoute plus forte et une écoute peut-être plus forte de la part de l'État sur ce qui se passe sur les territoires. Parce qu'il y a des expérimentations, il y a des problématiques locales et en fait sur les politiques maritimes, en règle générale, on a beaucoup de directives qui viennent du haut, elles sont nécessaires pour nous donner des objectifs, mais à aucun moment en fait on ne parle des évaluations, des retours d'expérience de ce qui se passe sur les territoires pour finalement venir nourrir les politiques. Donc il y a vraiment un lien dans la gouvernance entre l'État et ce qui est mis en place au niveau des DSF, des SDAGE, des SAGE. Donc, je pense qu'on doit progresser sur ce sujet-là. Dans les autres, alors je suis en train de... Comme je me suis un peu perdue dans ce que j'avais à vous dire, je ne voudrais pas oublier certains éléments sur lesquels on a travaillé. Alors, on a parlé tout à l'heure de la prise de conscience en amont, mais c'est quelque chose aussi sur lequel on insiste, c'est cette nécessité d'une prise de conscience et de la responsabilité du continent, donc pour parler pas que de la Terre, et pour essayer de dire que c'est beaucoup plus large que ça, une prise de conscience, une responsabilité du continent sur l'état écologique de la mer, et évidemment de toutes les activités, parce que quand on parle de la qualité du milieu marin, on parle d'enjeux par rapport à la faune, par rapport à la flore, mais on parle aussi des activités qui s'y passent, qui sont cruciales. Philippe Le Gall nous a témoigné de la crise dans la conchiliculture. Donc, il y a aussi un enjeu économique à avoir un bon état
de la mer. Et puis, ça a été abordé en début et plus trop après, d'intégrer vraiment les changements climatiques, les effets du changement climatique dans ces impacts en fait sur la qualité du milieu marin et les effets de la Terre sur la mer. On sait que par le réchauffement de l'eau, par certains effets, on a probablement une dégradation accrue ou des phénomènes accrus qu'on doit impérativement mesurer. Ça a été abordé dans les ateliers aussi pour avoir une gouvernance et une gestion intégrée pertinente. Il faut aussi qu'on ait des indicateurs communs entre nos différentes structures de gouvernance, entre nos différents schémas. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Ça a été abordé dans les ateliers, dans la restitution. Et voilà, j'ai dû faire à peu près le tour parce qu'on a beaucoup de choses qui ont attrait au lien entre nos structures de gouvernance. Je pense qu'on a des structures de gouvernance qui existent, qui sont pertinentes, qui font du travail, mais on a un gros problème quand même encore de lien entre ces structures et de lien entre les structures locales et l'État. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit aussi progresser. Voilà, j'ai probablement été trop longue. Merci beaucoup, mais c'est pas facile comme exercice, je le conçois. Merci beaucoup, Madame Hugues. Nous allons passer à un temps de questions à la maîtrise d'ouvrage et je vais donner la parole à Pascal Bréa et Karine Bess de la CPDP. Oui. Peut-être revenir quand même aussi sur 2 ou 3 questions avant d'interroger directement la maîtrise d'ouvrage. Dans les questions sur le chat, il y en a beaucoup qui étaient liées aux ateliers, mais surgit beaucoup la question de la complexité et derrière ça, assez souvent, la question de la compréhension et de la lisibilité de toutes ces structures. Alors, il y a eu beaucoup de réponses qui ont déjà été données. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est que la maîtrise d'ouvrage nous explique comment elle va pouvoir les prendre en compte pour améliorer l'efficacité du DSF qu'elle va construire. On a eu différentes questions sur l'évaluation, on vient de l'évoquer, j'y reviens pas. Il y a une question sur la durée du débat qui est liée à la mise à disposition des cartographies. Alors, sur la durée du débat, la demande de le proroger sera pas tenue parce que la durée totale d'un débat, elle est fixée par le Code de l'environnement, elle est limitée à 6 mois. C'est le délai maximal et c'est celui qu'on a retenu pour le débat, la mer en débat. Donc là-dessus, de toute façon, le délai ne changera pas. Après, si on veut répondre plus en détail sur cet aspect-là, évidemment, avoir à disposition des cartographies des zones propices à l'éolien est très utile et très nécessaire à un moment donné. Ceci dit, ça n'empêche pas, quand elles sont un peu retardées, de travailler notamment sur l'élaboration des référentiels pour apprécier les projets de cartographie et pour pouvoir prendre en compte des alternatives ou des questions d'opportunité. Et les 4 CPDP, de ce point de vue-là, ont mis au point différents outils pour que les gens intéressés puissent faire une opinion. Je pense aux ateliers fresques et je pense à 2 outils qui touchent à la cartographie qui permettent de travailler sur la consignation d'enjeux qui peuvent être orthogonaux les uns aux autres et de créer une façon d'aborder un projet de cartographie. Bon, voilà, c'en est ainsi. Après, j'ai particulièrement apprécié certains éléments, notamment les questions d'évaluation et de simplification des indicateurs, de dialogue concret entre les acteurs. Donc, c'est toujours une question compliquée de savoir comment on rédige ou on élabore un document stratégique qui intègre cette dimension de dialogue avec les autres parties prenantes. Et si j'ai une question à poser à la maîtrise d'ouvrage, là, à ce moment-là, c'est bien celle-là. Comment est-ce qu'ils envisagent de faire pour résoudre cette difficulté? Karine, je ne sais pas si... Non, mais tout à fait, ouais, la question il y a quand même un appel à cette simplification, à ce dialogue entre les instances, meilleur dialogue entre les diverses instances, les divers niveaux de planification ou d'action sur l'environnement et sur la qualité des eaux notamment, hein, puisque c'était notre sujet de ce soir.
comment concrètement on fait par rapport à cette démultiplication et finalement c'est les acteurs qui siègent ici et là, des fois ont de multiples casquettes également, donc c'est vrai il y a toute une complexité et comment est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui et comment à travers là, ce qui nous occupe dans le DSF mais peut-être plus largement, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être envisagé, quelles sont les pistes aujourd'hui? Oui, on pourrait juste rajouter que ces questions-là, on les retrouve pratiquement dans toutes nos escales et dans de très nombreuses rencontres. Et qu'elles sont, dès que les gens rentrent, le public rentre dans le questionnement de qu'est-ce qui pourrait mieux marcher, on retombe systématiquement sur ce type de questionnement. Merci beaucoup. Avant de conclure cette réunion, nous avons un dernier temps d'échange, d'expression libre. Il faudrait pardon, peut-être excusez-moi. laisser- Oui, pardon. Alors, c'est sûr qu'on est presque un peu en retard, donc je comprends C'est l'idée. ça. Voilà, Excusez-moi, ma hâte. Je vous laisse réagir. voilà, si on va déborder que de 5 à 10 minutes, mais je pense que c'est important d'avoir le retour. Mais bien qu'on amorce la réflexion et la réponse. Il y aura d'autres réponses données plus tard. Alors peut-être, bonjour à tous, Hélène Legrand de la direction interrégionale de la mer de notre façade, objet du webinaire de ce soir, donc pour le secteur Bretagne-Pays de la Loire. Et c'est très riche, il y a eu beaucoup de choses de dites. On note bien dans ce que vous avez restitué à l'instant, toute cette question de la complexité effectivement des différents plans, programmes et accès à l'information. Voilà, on ne peut pas tout résumer en un seul propos, mais vous indiquez, comme on est bien aussi sur un webinaire qui va vers l'action, en fait, on était bien à faire émerger des idées d'action. Vous indiquez que nous, on y croit très fort aussi à cette question et cette nécessité de pouvoir communiquer sur les actions qu'on met en œuvre au titre du document stratégique de façade, mais aussi que tout à chacun, et notamment on pense aux territoires littoraux, qui font des actions qui finalement, sans le savoir, concourent aussi aux objectifs du document stratégique de façade. Donc là, on est bien vu de la mer, mais aussi par ce relationnel à la terre. Vous indiquez qu'on est en train actuellement de développer des actions de communication, d'accompagnement. Donc voilà, on vous invitera, on redonnera ces éléments par écrit aussi en réponse pour accéder à ces supports. On a donc notamment une vidéo de témoignage de Madame le maire de Penmar sur c'est quoi le patrimoine maritime et comment on va le valoriser, comment on va apporter cette compréhension du patrimoine maritime par le citoyen. Donc on a une vidéo sur notre site internet de la Direction interrégionale de la mer qui est tout à fait passionnante, puisqu'on voit le cœur qui est donné dans cette action. Et puis, vous indiquez donc qu'on a une carte aussi interactive qui donne accès au plan d'action du document stratégique de façade et qui, par un QR code, permet aux acteurs du littoral de témoigner de ce qu'ils font en termes d'action. Donc, c'est vraiment dans les deux sens, donner à comprendre ce qu'on a déjà jalonné en termes d'action à mettre en œuvre et de ce qu'on peut aussi enrichir par ce que fait chacun. Alors, la question la plus peut-être ténue et plus compliquée pour nous, c'est effectivement comment aller au plus proche du citoyen. Ça, je suis pas sûre qu'on aura la réponse ce soir, mais on note bien cet enjeu-là. Sur la question des indicateurs, c'est bien l'objet aussi de la mise à jour du document stratégique de façade, en lien aussi avec les prochains chantiers de mise à jour du SDAGE, et puis on pense aussi à la stratégie nationale mer et littoral, où il y a des indicateurs qui jalonnent. Comment peut-être resserrer le nombre d'indicateurs qu'on a déjà construits pour qu'ils soient les plus efficaces possibles, pour bien vérifier qu'on est dans l'atteinte de nos objectifs mutuels, communs, que ce soit les objectifs des directives 4 sur l'eau, et de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Je crois que c'est effectivement un enjeu. Ça c'est des éléments qui vont enrichir nos travaux de mise à jour de nos documents réciproques. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur la question de la démultiplication, de savoir communiquer les uns avec les autres, c'est vrai qu'on a, Madame Hugues l'a rappelé, on a des instances qui sont quand même avec un héritage, qui sont anciennes. Le comité de bassin a plus d'ancienneté que le conseil maritime de façade.
et comment pouvoir partager encore plus, hein, fort du constat que on est riche aussi de membres de nos instances qui siègent, qui prennent du temps et qui se mobilisent. Quand je dis ça, je ne parle pas de l'État particulièrement, je parle de nos autres partenaires et parties prenantes qui se mobilisent, qui prennent du temps pour participer à tous ces chantiers terrestres et maritimes. Donc on voit qu'il faut que ça continue. Effectivement, le citoyen, il est représenté par les associations d'usagers et les associations de protection de l'environnement. Est-ce qu'il faut prévoir un autre mode, en tout cas nous, au niveau du Conseil maritime de façade, est-ce qu'il faut un mode d'expression du citoyen aussi plus fort? Voilà. Il y a sans doute des pistes. Voilà. Je ne sais pas si au niveau des autres représentants de la maîtrise d'ouvrage, n'hésitez pas à aussi intervenir au vu de ces points d'interpellation forts qui sont nos perspectives importantes, effectivement. On va peut-être Olivia. Oui, merci beaucoup. Écoutez, donc cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais vous proposer qu'on passe effectivement, après ces temps d'éclairage, à peut-être un dernier temps d'expression libre pour réagir à ce qui vient d'être dit. Si vous avez éventuellement des questions, je vois déjà que Monsieur Cantel lève la main. Euh, Si vous le souhaitez, je vais peut-être prendre trois mains levées et ensuite donner la parole aux intervenants. Je vois pas d'autres mains levées pour l'instant à part Monsieur Cantel. Donc, Monsieur Cantel, je vais vous inviter à activer votre micro. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Je me posais la question, la France métropolitaine est-elle maritime? Parce que comment vivent les gens? Ben, je représente le collège des salariés des entreprises maritimes, des gens qui vivent de la mer, sur la mer et par la mer et qui sont actuellement, qui sont peut-être fortement absents dans tout ce débat. Je ne sais pas si on fait le bilan, quel pourcentage on va trouver de pêcheurs et des gens en général du maritime. Ça me paraît très très faible. Comment faire? Alors si ce débat aura permis ou permettra à cette France là, de devenir un peu plus maritime et de se rendre compte quelque part de sa responsabilité et de s'impliquer un petit peu plus, bon, ça sera déjà un petit peu mieux. Mais le problème, c'est que actuellement, tous les gens du maritime sont confrontés à des nouveaux équilibres qui sont consécutifs aussi bien au Brexit que à toutes ces crises qui arrivent maintenant là. Et c'est vrai que là, on a échangé beaucoup. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur parce qu'il faudra que ça soit agile pour pouvoir répondre systématiquement parce que tout ça, c'est dans un paysage de changement climatique qui bouleverse beaucoup de choses. Et là, pour le coup, si au moins on arrive à avoir cette sensibilité, cette sensibilisation plutôt qui prend forme, ça sera très positif ce débat. Alors, en tous les cas, je vous remercie beaucoup pour le débat. Le reste, l'essentiel a été dit. La gouvernance, OK, on verra. Mais ne pas perdre le lien avec ceux du niveau de la mer, ceux de la base, là, pour l'instant, et je trouve qu'ils sont, je les représente, mais ça, j'aurais aimé les voir plus nombreux. Donc, j'espère que ça va s'arranger avec le temps. Voilà, c'était toutes mes observations. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou n'hésitez pas. Je vois Monsieur Guy Jourdain qui lève la main. Oui. Moi, c'était simplement pour dire qu'on invite tout le monde quand même à faire des cahiers d'acteurs pour ce débat-là. Ça permet aussi une expression, puis je pense que c'est important de le faire, que ce Je soit au rappelle niveau juste que associatif. les cahiers d'acteurs, ce sont des cahiers dans lesquels les acteurs constitués officiellement ou non, hein, peuvent donner, donc les communes ou les pêcheurs ou diverses organisations peuvent donner leur avis, leurs enjeux et faire leurs propositions. Je ne sais pas si Guy, excuse-moi, j'ai coupé la parole pour préciser ça pour les gens qui seraient parmi nous qui ne connaîtraient pas c'est une des modalités du débat, hein. On peut utiliser ce document pour donner son avis et faire des propositions. Merci beaucoup, Karine. Je vois deux mains levées. Je vais donner la parole à Monsieur Piriou qui a activé sa caméra et ensuite à Madame Robert et nous nous orienterons vers la fin de cette réunion. Oui, Monsieur Piriou, je vous remercie. merci. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est qu'on travaille beaucoup ensemble dans tous les comités, etc., pour faire des schémas.
Et il y a des soubresauts qui se passent en France. On a connu pour la pêche, on connaît pour l'agriculture maintenant, et qui peuvent tout d'un coup déréguler tout ce qu'on a fait et remettre à la poubelle tout ce qui a été fait. Alors, moi, ça me fait un peu peur tout ça, qu'il y a des dérogations qui se mettent en place au niveau ministériel, alors qu'à la base, on a discuté pendant des années pour arriver à des consensus. Ça me fait peur, donc j'espère que nous, ensemble, on va tenir le coup pour continuer, mais bon, je suis un peu pessimiste là. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser les dérogations dont vous parlez pour que les gens qui n'ont pas forcément connaissance de ce dont vous parlez puissent se suivre, s'il vous plaît? Ben, sur les pesticides, par exemple, bon, le programme Ecophyto est mis en pause. Sur la cartographie des zones humides, c'est mis en pause, alors qu'il y a une réglementation européenne qui l'impose. Enfin voilà, il y a des objectifs qui ont été fixés en consensus avec tous les instances que nous représentons. Et tout d'un coup, c'est mis en pause. En pause, ça veut dire quoi? Pendant combien de temps? Voilà, c'est pour ça que ça me fait peur. Merci bien. Merci. Madame Robert, je ne sais pas si vous nous entendez. Voilà, je vais vous inviter à activer votre micro. Oui, excusez-moi, j'ai pas mis le. Je suis pas sûre que ça marche la vidéo. Peut-être. Je suis pas sûre. Ça marche? Vous me voyez? Oui, Moi, on vous voit. Vous voyez, De travers, mais on vous voit. Voilà. Donc... Allez-y, je vous en Je sais prie. pas si ça vaut la peine de la laisser, hein, franchement. Comment on fait pour retourner? Il n'y a pas moyen? On va vous couper votre caméra, mais ne vous inquiétez pas, Non, mais allez-y. peut-être que je vais pouvoir tourner. Attendez, je finis d'essuyer mes lunettes. Attendez. Flouter, non, il n'y a pas moyen de tourner. Désolée. Bon, je laisse comme ça ou... Oui, il n'y a pas de souci. On va vous couper votre caméra, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas bien non plus centrée. Enfin, bon. Voilà, non, moi, ce qui m'inquiète, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, bien sûr. Ce qui m'inquiète, c'est que comme maintenant, il y a énormément de pression avec l'inflation sur le coût de l'essence, le coût de la vie en général, le coût de l'énergie, on a l'impression qu'on va se relâcher, se concentrer uniquement sur l'aspect financier des activités. Donc, tout à l'heure, on a parlé des associations. Il faut vraiment qu'on écoute les associations beaucoup plus qu'actuellement. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, ce sont les rejets qui sont irréversibles, c'est-à-dire les rejets génétiques avec les risques qu'on va prendre si les fermes-usines de saumon industriel se font, parce qu'il peut y avoir des rejets, comme en Écosse, des rejets de saumon génétiquement modifiés qui supplantent les saumons naturels. Or, en Nouvelle-Aquitaine, on a un programme pour réintroduire justement les saumons naturels dans nos cours d'eau pour qu'ils puissent remonter jusque dans les Pyrénées, se reproduire à 12 degrés dans les eaux des Pyrénées. Donc complètement contradictoire. Et d'autre part, il y a aussi toujours, alors là c'est sur toute la France, hein, mais les côtes, les estuaires, etc., ce sont les rejets radioactifs parce qu'on les a en permanence. Les rejets des centrales nucléaires, on a du tritium, c'est radioactif, on a de l'ammoniac, on a du carbone 14 et on a souvent des fuites, comme on a eu récemment en décembre, des fuites de produits chimiques refroidissants à Blaye, et on l'a su que là, récemment, début février seulement, parce que c'est la grande communication EDF, comme vous savez, la grande transparence. Hein. Alors en ce moment, ils sont en train de faire, c'est le dernier jour aujourd'hui, une enquête publique, une énième consultation publique pour savoir si on va faire la mise en service de Flamanville. Ben, je peux vous dire qu'il y a une majorité d'avis défavorables. Et je vous incite tous, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller vous exprimer encore ce soir sur cette enquête publique. Mais bon, moi, ça m'inquiète beaucoup de voir qu'on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, j'étais la seule à parler de ces rejets radioactifs qui sont dans l'océan. Enfin, on a eu toutes sortes d'accidents. C'est pas terminé à Fukushima. Ils continuent. Ça va continuer encore des années. Ils vont encore continuer à rejeter leurs eaux radioactives de cette catastrophe. Elle n'est pas finie, la catastrophe. Et nous, ici, on veut construire des EPR et en multiplier partout. Et on a déjà nos actuelles centrales nucléaires qui vont être prolongées jusqu'à 60 ans.
Donc, avec les risques afférents, on a déjà un réacteur ici qui est à l'arrêt parce qu'il y a des fissures dans la cuve. Bon, il y a aussi des fissures dans celle de Flamanville qui ont été seulement vaguement rafistolées. Excusez-moi, je vais vous inviter à conclure Oui, parce c'est un peu long. voilà, Non, on voilà, moi, je déborde trouve un que petit peu. Mais... les associations doivent être beaucoup plus écoutées dans toutes les instances. Voilà. Merci beaucoup, Madame Robert. Je vais donner maintenant la parole à Karine Besse pour un mot de conclusion. Oui, merci, merci à tous. Voilà, un mot de conclusion assez rapide pour vous dire que tout ce que vous avez dit là dans les sous-groupes et là, ce sera bien sûr remis dans un compte-rendu qui sera sur le site. Vous pouvez aller voir aussi les autres visios des autres webinaires hein, sur notre site internet également. Et vous remercie beaucoup pour la richesse des échanges. Hein, et voilà, tout est pris en note. Et donc, rendez-vous sur nos prochaines escales, au prochain moment de rencontre, si on peut voir rapidement. Et puis, je rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire pour le 15 mars, pour la mer en débat 3D à Rennes. Rendez-vous à Rennes d'une journée si vous voulez continuer à approfondir les échanges. Donc, allez sur le site internet et c'est valable aussi pour les personnes qui habitent sur les autres façades. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là-dessus. Et donc, voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue. En tout cas, voilà, on a ouvert une discussion sur ces questions de gouvernance, d'articulation terre-mer, etc. Et c'est vraiment, voilà, c'est que le début, mais en tout cas, on veillera bien à ce que ça soit pris en compte et ce que l'État puisse répondre, donner aussi des solutions concrètes par rapport à tout ça, notamment dans le cadre des documents stratégiques de façade. Merci à tous et bonne soirée à tout le monde.